De la démocratie en Amérique, d'Alexis de Tocqueville, volume 1, chapitre 2, suite. Dans le Connecticut, à cette époque, tous les agents du pouvoir exécutif étaient élus, jusqu'au gouverneur de l'État. Les citoyens au-dessus de 16 ans étaient obligés d'y porter les armes. Ils formaient une milice nationale qui nommait ses officiers et devait se trouver prête en tout temps à marcher pour la défense du pays. C'est dans les lois du Connecticut, comme dans toutes celles de la Nouvelle-Angleterre, qu'on voit naître et se développer cette indépendance communale qui forme encore de nos jours comme le principe et la vie de la liberté américaine. Chez la plupart des nations européennes, l'existence politique a commencé dans les régions supérieures de la société et s'est communiquée peu à peu et toujours d'une manière incomplète aux diverses parties du corps social. En Amérique, au contraire, on peut dire que la commune a été organisée avant le comté avant l'État, l'État avant l'Union. Dans la Nouvelle-Angleterre dès 1650, la commune est complètement et définitivement constituée. Autour de l'individualité communale viennent se grouper et s'attacher fortement des intérêts, des passions, des devoirs et des droits. Au sein de la commune, on voit régner une vie politique réelle, active, toute démocratique et républicaine. Les colonies reconnaissent encore la suprématie de la métropole. C'est la monarchie qui est la loi de l'État, mais déjà la République est toute vivante dans la commune. La commune nomme ses magistrats de tout genre, elle se taxe, elle répartit et lève l'impôt sur elle-même. Dans la commune de la Nouvelle-Angleterre, la loi de la représentation n'est point admise. C'est sur la place publique et dans le sein de l'Assemblée générale des citoyens que se traitent, comme à Athènes, les affaires qui touchent à l'intérêt de tous. Lorsqu'on étudie avec attention les lois qui ont été promulguées durant ce premier âge des républiques américaines, on est frappé de l'intelligence gouvernementale et des théories avancées du législateur. Il est évident qu'il se fait des devoirs de la société envers ses membres une idée plus élevée et plus complète que les législateurs européens d'alors et qu'il lui impose des obligations auxquelles elle échappait encore ailleurs. Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, dès l'origine, le sort des pauvres est assuré. Des mesures sévères sont prises pour l'entretien des routes. On nomme des fonctionnaires pour les surveiller. Les communes ont des registres publics où s'inscrivent le résultat des délibérations générales, les décès, les mariages, la naissance des citoyens. Des greffiers sont préposés à la tenue de ces registres. Des officiers sont chargés d'administrer les successions vacantes, d'autres de surveiller la borne des héritages. Plusieurs ont pour principale fonction de maintenir la tranquillité publique dans la commune. La loi entre dans 1000 détails divers pour prévenir et satisfaire une foule de besoins sociaux, dont encore de nos jours on n'a qu'un sentiment confus en France. Mais c'est par les prescriptions relatives à l'éducation publique que dès le principe on voit se révéler dans tout son jour le caractère original de la civilisation américaine. Citation. Attendu, dit la loi, que Satan, l'ennemi du genre humain, trouve dans l'ignorance des hommes ses plus puissantes armes, et qu'il importe que les lumières qu'ont apportées nos pères ne restent point ensevelies dans leur tombe, attendu que l'éducation des enfants est un des premiers intérêts de l'État, avec l'assistance du Seigneur, fin de citation, suivent les dispositions qui créent des écoles dans toutes les communes et obligent les habitants, sous peine de fortes amendes, à s'imposer pour les soutenir. Les écoles supérieures sont fondées de la même manière dans les districts les plus populeux. Les magistrats municipaux doivent veiller à ce que les parents envoient leurs enfants dans les écoles. Ils ont le droit de prononcer des amendes contre ceux qui s'y refusent. Et si la résistance continue, la société se mettant alors à la place de la famille s'empare de l'enfant et enlève aux pères les droits que la nature leur avait donnés, mais dont ils savaient si mal user.
Le lecteur aura sans doute remarqué le préambule de ces ordonnances. En Amérique, c'est la religion qui mène aux Lumières, c'est l'observance des lois divines qui conduit l'homme à la liberté. Lorsqu'après avoir ainsi jeté un regard rapide sur la société américaine de 1650, on examine l'état de l'Europe, et particulièrement celui du continent vers cette même époque, on se sent pénétré d'un profond étonnement. Sur le continent de l'Europe, au commencement du XVIIe siècle, triomphait de toutes parts la royauté absolue sur les débris de la liberté oligarchique et féodale du Moyen Âge. Dans le sein de cette Europe brillante et littéraire, jamais peut-être l'idée des droits n'avait été plus complètement méconnue. Jamais les peuples n'avaient moins vécu de la vie politique. Jamais les notions de la vraie liberté n'avaient moins préoccupé les esprits. Et c'est alors que ces mêmes principes, inconnus aux nations européennes ou méprisés par elles, étaient proclamés dans les déserts du Nouveau Monde et devenaient le symbole futur d'un grand peuple. Les plus hardies théories de l'esprit humain étaient réduites en pratique dans cette société si humble en apparence et dont aucun homme d'État n'eût sans doute alors daigné s'occuper. Livré à l'originalité de sa nature, l'imagination de l'homme y improvisait une législation sans précédent. Au sein de cette obscure démocratie qui n'avait encore enfanté ni généraux ni philosophes, ni grands écrivains, un homme pouvait se lever en présence d'un peuple libre et donner aux acclamations de tous cette belle définition de la liberté. Citation. « Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre indépendance. Il y a en effet une sorte de liberté corrompue dont l'usage est commun aux animaux comme à l'homme et qui consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est l'ennemie de toute autorité. Elle souffre impatiemment toute règle. Avec elle, nous devenons inférieurs à nous-mêmes. Elle est ennemie de la vérité et de la paix. Et Dieu a cru devoir s'élever contre elle. Mais il est une liberté civile et morale qui trouve sa force dans l'union et que la mission du pouvoir lui-même est de protéger. C'est la liberté de faire sans crainte tout ce qui est juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons la défendre dans tous les hasards et exposer s'il le faut pour elle notre vie. Note. Mather's Magnalia Christi Americana, volume 2, page 13. Ce discours fut tenu par Winthrop. On l'accusait d'avoir commis comme magistrat des actes arbitraires. Après avoir prononcé le discours dont je viens de rappeler un fragment, il fut acquitté avec applaudissements, et depuis lors il fut toujours réélu gouverneur de l'État. Fin de note.